Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, l'immobilier engage rarement peu de choses. Un bien, un prix, un acte, un délai, très vite des droits, des garanties, des risques. Acheter ou vendre ne se réduit pas à signer, il faut comprendre ce que l'on signe. Promesse de vente, compromis, acte définitif, vente en l'état futur d'achèvement, cession, succession, indivision. Chaque formule a ses effets, ses précautions et ses pièges. Nous en parlons de l'actualité immobilière ce matin. De 10h à midi, nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions à nous soumettre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité, Maître Latiba Srat, qui nous a rejoint de Rabat, notaire à Rabat. Nous parlons ce matin d'abord de l'actualité en matière d'immobilier. Alors, il y a beaucoup de sujets. Absolument. Bonjour à tous, Oui. bonjour chers auditeurs. Actuellement, évidemment, il y a des petits mouvements donc, qui secouent un petit peu le domaine immobilier. Entre autres, la loi qui a été promulguée en 2019 et qui est rentrée en application le 1er juin 2026 par rapport donc au mandat. L'inscription des mandats qui ont attrait et qui portent surtout sur tout ce qui est immobilier et sur les droits réels immobiliers également doivent être inscrites sur le registre national électronique tenu au greffe du tribunal de première instance. Et ça, c'est rentré en vigueur. Donc, l'application du 1er juin 2026. Le mandat, alors quand on parle de mandat, on ne parle pas uniquement des procurations, parce qu'il y a les procurations, il y a aussi les délégations de pouvoir par rapport aux banques, par rapport aux institutions étatiques, donc par rapport aux sociétés, parce que ce sont des délégations de pouvoir c'est un mandat, mais pas spécialement que les procurations. C'est pourquoi on parle de registre pour les mandats. Une procuration, c'est aussi un mandat qu'on donne à quelqu'un. Oui, mais d'accord, oui. mais quand on dit procuration, on se limite à la procuration. Oui. Mais quand on dit un mandat, le mandat, il regroupe non seulement, donc c'est les procurations, c'est les délégations de pouvoir, c'est les substitutions de pouvoir, donc tout ce qui a trait. On délègue du pouvoir à un directeur général. Absolument, c'est un mandat, mais c'est pas une procuration. Tout à fait. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que mandat, c'est un terme beaucoup plus général, donc qui englobe tout ce qui est délégation de pouvoir. Tout à fait, et pas uniquement procuration. Mais qu'est-ce qui concerne cette délégation de pouvoir lorsqu'on parle d'une loi de 2019 qui entre en application le 1er juin, c'est-à-dire il y a de cela une vingtaine de jours. C'est la loi 31-18, donc qui elle organise... Cette loi exige, elle ne prévoit pas, mais elle exige, pour être valable et opposable au tiers, la procuration, le mandat doit être inscrit sur le registre national électronique. Ce registre, il est aussi sur papier ou électronique, et il est tenu au greffe du tribunal de première instance. D'accord. Le première instance, alors lequel des tribunaux est compétent? D'abord, c'est le lieu où le mandat a été établi. Donc, c'est du ressort du tribunal là où le mandat était établi. D'accord. Oui. Ça est d'un. Donc, quand on dit un registre, ça veut dire qu'on va centraliser l'information de sorte à ce qu'elle soit disponible. Non, qu'est-ce qu'on transmet par voie électronique la procuration, on demande son inscription sur ce registre. C'est par voie électronique. D'accord. Et c'est à la personne, à l'autorité qui a établi le mandat, donc de le transférer par voie électronique, de le transmettre au tribunal, et on demande son inscription. Évidemment, au moment où on demande cette inscription, on paie un droit. On attend, donc après vérification par le greffier en chef ou par le magistrat élu à cet effet, donc après vérification, ce mandat est inscrit sur le registre. Il y a deux registres. Il y a le registre chronologique et le registre analytique. Une fois vérification faite, donc sur les parties, sur le bien fondé de la procuration ou du mandat, sur la validité du mandat, le tribunal nous restitue
une fiche d'inscription avec les numéros. Et c'est à partir de cette date, à partir de l'émission de cette attestation d'inscription que nous avons les numéros et que le mandat devient valable pour pouvoir évidemment l'utiliser pour une vente, pour une hypothèque, pour tout ce qui a trait à l'immobilier. D'accord, donc... Que ce soit un transfert ou une mutation ou un droit réel. Oui, mais disons une institution bancaire. Bon, elle a des cadres dirigeants et un directeur général qui a un certain pouvoir, c'est un mandat. Alors, il faut qu'il soit inscrit dans ce registre-là. Alors, absolument, oui. le mandat... Non, les pouvoirs, parce que les pouvoirs du dirigeant sont déjà... Alors, s'il y a un directeur général ou un gérant de société, d'accord, le directeur général ou le président du conseil d'administration, celui qui est habilité à représenter la société légalement, donc en vertu des statuts ou en vertu d'une assemblée générale extraordinaire qui le nomme en tant que tel. Donc ces pouvoirs déjà sont inscrits sur le registre du commerce de la société. Donc on sait qui représente quoi. D'accord ? Toutefois, donc ce PDG ou ce gérant de société ou ce président de conseil d'administration ne va pas quand même signer à travers tout le Maroc. Par exemple, une banque, n'importe lesquelles des banques, il y a ceux qui disposent des pouvoirs directement en vertu des statuts ou du PV d'Assemblée générale, d'accord, extraordinaire, et eux, ils délèguent à leur chef de poste ou à leur chef de bureau ou d'agence, d'accord, des personnes habilitées, des fondés de pouvoir pour agir au nom de la banque à travers toutes les villes du Maroc. Donc, cette délégation de pouvoir qui doit être inscrite sur le registre des mandats. Donc, il y en aura du monde qui va être absolument. inscrit. Alors, c'est pourquoi maintenant, ces 2 semaines, il y a vraiment embouteillage. Parce que tout est arrivé en même temps. Oui. Donc, que ce soit pour les privés, pour les particuliers, comme pour les institutions, tout le monde voulait déposer en même temps. Et par conséquent, on ne respecte plus ce délai de 3 jours, d'accord, pour recevoir la réponse, l'attestation d'inscription du tribunal concerné. Donc, il faut attendre nécessairement cette réponse. Mais c'est obligatoire en toutes circonstances, dès lors qu'il y a un mandat ou dès lors qu'il y a une procuration qui a pour but... qui porte sur l'immobilier ou droit réel immobilier. Oui, donc qui porte sur l'immobilier. C'est obligatoire. Absolument, tout à fait. Autrement, aucune inscription ne pourrait avoir lieu sur les lits fonciers. Mais qui est habilité à inscrire à inscrire des personnes qui vont être dans la nécessité ou qui sont déjà dans la nécessité depuis le 1er juin d'être inscrits au niveau de ce registre. Ceux qui inscrivent, ce sont les notaires ou les adouls qui ont reçu ces mandats, donc directement. Donc c'est pourquoi je parlais, l'inscription est faite au tribunal du ressort de là où le mandat a été établi. Oui. D'accord. Alors, pour les procurations, par exemple, établies auprès des consulats du Maroc à l'étranger, leur inscription aussi est indispensable. Oui. Mais la première étape, elle se fait par voie électronique. Électronique, absolument. Donc... Tout se fait par voie électronique. Alors, bon. Voie électronique, moi je mettrais ça entre guillemets. C'est-à-dire, dans la pratique, comment ça se passe ? Alors, on fait l'inscription par voie électronique. On envoie la procuration et on envoie la demande d'inscription. On paie un droit. Bon, le droit est de 50 dirhams. C'est pas énorme. Une fois que nous allons recevoir une fiche comme quoi on a demandé l'inscription. Avec cette fiche, d'accord, nous prenons le texte de la procuration, soit l'original de la procuration, soit une copie certifiée conforme de leur procuration. Avec ces demandes d'inscription, on les envoie au tribunal, donc à même portée. C'est-à-dire, il y a l'électronique, mais il y a quand même le support papier au tribunal. Oui. Et une fois que le tribunal reçoit donc la copie avec la demande d'inscription, les droits payés, le tribunal est en droit de nous répondre dans les délais de 3 jours avec une fiche d'inscription. Cette fiche d'inscription qui nous donne donc la possibilité et la validité
donc d'utiliser cette procuration ou ce mandat. Donc, théoriquement, une personne qui veut donner une procuration à une autre personne pour lui déléguer un certain nombre de pouvoirs, notamment pour acheter, vendre en son nom, un bien immobilier en l'occurrence. D'abord, elle doit le faire par acte authentique. Oui, d'abord le faire par acte authentique, mais attendre 3 jours avant que cette procuration ne soit opérationnelle. Oui, mais ça, pour dire qu'on attend 3 jours, il faut le dire vite. Hein. Oui. Parce qu'en ce moment, c'est pas 3 jours. Hein. Non, mais j'entends bien, parce que vous avez parlé je ne sais pas combien de temps ça va durer cette histoire d'encombrement. Hein. Donc j'entends bien. Là, c'est par rapport effectivement à ce point précis, peut-être cette actualité-là, Maître Ratib Asqat, mais dès lors qu'une personne... pourquoi quelle est la raison pour laquelle effectivement on a procédé à cette modification avec cette exigence supplémentaire? Parce qu'auparavant, pour déléguer le pouvoir à une personne de vendre ou d'acheter en son nom un bien immobilier, on exigeait uniquement la forme authentique. La forme authentique, c'est-à-dire une procuration authentique. On va chez un notaire, il rédige cette procuration avec les personnes peut-être concernées en présentiel, de sorte à vérifier si la personne est en pleine capacité de ses moyens, en pleine capacité de ses moyens physiques et intellectuels. À ce moment-là, c'est pour plus de sécurisation des opérations immobilières, tout simplement, parce que c'est une vérification supplémentaire. Quel risque y avait-il? Parce que une sécurité rapport à quel risque? À un moment donné, il y avait aussi des fausses procurations qui circulaient. Ou des procurations en cours alors que les personnes qui ont délégué le pouvoir sont décédées. Absolument, tout à fait. Parce que donc sur ces registres, on n'inscrit pas uniquement les procurations, mais toutes les modifications, les révocations de procuration, les modifications. Donc, tout ce qui touche à la procuration, on vérifie. On vérifie sa validité par rapport au texte, par rapport à sa durée, par rapport aux personnes, donc aux mandataires et aux mandants. Donc, et aussi, comme nous avons un numéro, c'est un numéro qui nous permettra de faire la vérification au cas où la personne est décédée. Ou il y a eu entre-temps une modification. Avec ce registre, il y a une révocation. On pourra savoir si la personne qui agit au nom d'une autre, si l'autre est décédée effectivement, ou si la personne qui a délégué ce pouvoir-là est décédée, il y aura la possibilité de le vérifier à travers ce registre. Absolument, chose qui n'était pas possible auparavant. Donc ça, c'est peut-être l'élément le plus important. Mais l'idée, c'est... Aussi pour éviter les faux. Le faux en matière de procuration. Le faux en matière d'actes. Ça, c'est pas une mauvaise chose. C'est vrai que c'est un petit peu contraignant, mais c'est beaucoup plus sécurisé. Nous avons une procédure beaucoup plus sécurisée et plus transparente. Ouais. Bon, en tout cas, on y a consacré, disons, cette première partie d'émission, parce que l'objectif, depuis un certain nombre de temps que nous n'avons pas programmé une émission entièrement consacrée à l'immobilier, il y a eu un certain nombre d'actualités que nous allons essayer d'aborder les unes après les autres. Absolument. Comme on a parlé maintenant de registres donc, sur les mandats, on pourrait aussi parler de registres sur les sociétés civiles immobilières. Ben ça, on va y venir, parce que là, il y aura également un nouveau registre. C'est la même loi. Mais là, il n'y avait aucune transparence en la matière. Il n'y avait pas par exemple, on pouvait être propriétaire de biens immobiliers à travers cette modalité-là, sans que parfois les héritiers ne soient au courant des biens du défunt. Et par rapport à la société civile immobilière. Parce qu'il n'y avait pas de registre. Ça, effectivement, on va y venir également dans quelques instants. Après la respiration musicale, que nous avons un peu décalée, il y aura bien entendu également le flash d'information. Et ceux qui ont des questions à nous soumettre, on restera à l'écoute toujours sur notre antenne, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin, pour ceux qui se joignent à l'émission, avec notre invité Maître Ratib Asqat, qui est notaire à Rabat. Bon, nul besoin de la présenter, ça fait presque 20 ans qu'elle nous rend visite à la radio. Alors nous nous intéressons, je le dis à nouveau, pour le rappeler simplement à ceux qui nous écoutent, nous nous intéressons bien entendu de façon large aux actes notariés, à la vente immobilière des différentes modalités, mais tout spécifiquement également aux actualités relatives au notariat et à l'immobilier. Alors nous évoquions le registre
en début d'émission, mais il y a aussi un registre oui, alors donc, des sociétés immobilières. comme je disais, donc, les mandats ne peuvent produire leurs effets juridiques à partir de leur inscription sur le registre électronique national auprès des tribunaux compétents de première instance, donc auprès des greffes. À côté de cela, évidemment, c'est toujours en parlant de cette loi 31-18, donc qui a aussi précisé l'inscription, qui a donc recommandé et exigé l'inscription des sociétés civiles immobilières sur le registre des sociétés civiles immobilières tenues au greffe du tribunal de première instance du siège de la société. Donc, pour qu'une société civile immobilière... donc, ce ne sera pas centralisé? Non. D'accord. Pour qu'une société civile immobilière puisse acquérir la personnalité morale, donc elle doit être obligatoirement inscrite sur ce registre. D'accord. Et la société civile immobilière, évidemment, c'est la société qui pratique des actes civils, pas commerciaux, mais dès que, évidemment, la société civile immobilière change, fait un acte ou, évidemment, conclut un acte à caractère commercial plus d'une fois, donc de manière habituelle, elle doit obligatoirement changer de forme juridique. Obligatoirement changer de forme juridique. Et si elle change de forme elle doit juridique, changer en forme commerciale. Oui. Mais des fois, bon, les associés, c'est pas par négligence, mais par manque d'appréciation, pensaient toujours que leur société est toujours civile immobilière, alors qu'elle a fait 2 ou 3 actes à caractère commercial. Auquel cas, donc, le tribunal, le greffier ou le tribunal pourrait donc, sur recommandation du conservateur ou sur recommandation du trésorier, de l'administration fiscale, peuvent donc demander à la société de se mettre à jour. Donc, il y a une mise en demeure qui est adressée à la société civile immobilière pour lui recommander de faire sa transformation et en lui accordant un délai d'1 année à compter donc de cette mise en demeure. Donc il y aura du changement, parce que Absolument. c'est un registre également qui sera amené pour surveiller le caractère civil. À être parce que, mis à jour. Voilà. Mais ceux qui sont dans la contrainte de s'enregistrer dans ce registre-là, Maître Latsibasrat, oui. C'est par rapport à la création de nouvelles sociétés immobilières, ou est-ce que toutes les sociétés immobilières devront Société civile immobilière, mais dont l'objet est civil. Oui. C'est bon. Une famille, au lieu d'acheter un bien immobilier, elle se constitue en société civile immobilière, mais c'est une acquisition. Le bien n'est pas destiné ni à la location, ni à la revente pour encore faire un investissement et encore faire une revente, donc faire un acte répétitif commercial. Donc c'est uniquement le caractère civil qu'il faudrait protéger. Donc de ces sociétés, pour lui donner la personnalité morale et que cette société puisse agir avec un effet juridique certain, c'est qu'elle doit être inscrite sur ce registre de société civile immobilière. Alors, oui. Pour protéger aussi, pour surveiller ce caractère civil, qu'elle ne fasse des actes de commerce à titre répétitif et garder toujours ce caractère civil. Oui. Mais l'autre utilité d'avoir un registre, c'est de procéder aux vérifications et d'avoir aussi l'information qui est possiblement disponible. Absolument, tout à fait. C'est pour la protection donc du patrimoine de cette société et pour protéger aussi le droit des associés. Et dès lors qu'il y a un registre, c'est-à-dire qu'il y a une information qu'on peut consulter pour savoir effectivement quelle est parfois l'étendue du patrimoine familial. On peut consulter et aussi vérifier toutes les modifications qui interviennent au cours de la vie sociale. Il y a des déchéances, il y a des
des modifications, il y a changement de gérant de la société, donc il y a des transferts de parts sociales suite à un décès pour une mise à jour de la société suite au décès de l'un des associés, des porteurs de parts. Donc, c'est une manière aussi de suivre la vie juridique de cette société dans le but d'une transparence et d'une régularité effective de la vie sociale. Oui, en l'occurrence, ça permet également tout simplement d'être au courant de l'évolution, mais même de la société, des changements intervenus, oui. Je ne sais pas, peut-être aussi de ses créances, parce que on doit vérifier absolument tout ce qui est attrait à cette vie sociale. Mais Maître Latif Besrat, en matière de transmission, il y avait effectivement un angle mort relativement aux sociétés civiles immobilières, parce que des fois il faut faire des investigations. Si ce registre est inexistant, les investigations sont plus longues et plus difficiles. Toutefois, maintenant, là, nous avons un repère. Oui. Nous avons une source d'information sûre. C'est ce registre. Parce qu'on peut avoir et suivre la vie de la société à travers donc les mentions portées sur ce registre de société civile immobilière. Oui, mais c'est tout dans le but, c'est le but de la transparence. J'entends bien. Depuis un certain nombre d'années, disons qu'il y a eu à un moment un engouement pour les sociétés civiles immobilières parce qu'il y avait peut-être des avantages fiscaux, d'autres avantages d'un point de vue des statuts et peut-être la possibilité d'éviter l'indivision ou que sais-je. Mais aujourd'hui, il y a moins d'attrait pour les sociétés civiles immobilières. En tout cas, beaucoup de ceux dont la profession c'est de conseiller conseillent beaucoup moins le recours à cette modalité ou à cette formule-là. Oui, parce que la société civile immobilière, c'est une société simple. Elle ne permet pas aux associés de faire des actes répétitifs de commerce. D'accord. Donc, elle est limitée, elle-même, elle est limitée dans son objet. Ce qui ça ne correspond pas des fois, et souvent même, donc au désir des associés. Parce qu'ils veulent faire plus, avoir un objet social beaucoup plus détaillé, beaucoup plus large, qui leur permette d'agir autrement. J'entends bien, ne serait-ce que par exemple, quand on a plusieurs biens immobiliers en location, le fait de percevoir des loyers à titre répétitif sur plusieurs immeubles, c'est déjà un acte de commerce. D'accord. Donc, par conséquent, on ne peut plus dire que là, c'est une société civile immobilière. Oui. Cette société civile immobilière, c'est quand elle a à prépondérance immobilière, c'est-à-dire elle n'a qu'un bien et on ne fait pas d'acte de commerce. On ne fait pas d'acte de commerce, donc ça concerne... Son objet est quand même limité, oui. C'est pourquoi les gens l'évitent. Oui, mais... Enfin, pas l'évitent, mais ça ne correspond plus à leur volonté ou à ce qu'ils veulent faire exactement. Oui, bah effectivement, beaucoup de ceux qui ont la capacité d'accroître leur patrimoine souhaitent garder se développer, la possibilité de louer ou de construire ou que sais-je encore. Et c'est pourquoi il faudrait prévoir un objet bien large, bien détaillé, donc pour pouvoir... Oui, mais quels sont les avantages spécifiques de cette société civile immobilière si elle existe, elle a encore une utilité ou une spécificité par rapport à des besoins peut-être beaucoup plus spécifiques. Oui, mais c'est plus pour peut-être mieux protéger un bien immobilier au sein d'une société, au sein d'une famille. D'accord. Au lieu d'être dans l'indivision, on met donc au nom d'une société civile immobilière, donc qui peut comprendre tous les membres de la famille et dans les proportions qu'on veut. D'accord, mais... C'est une participation autrement faite au capital de la société. Oui, mais l'inconvénient de l'indivision, c'est que si une personne... C'est pas une indivision, mais justement... Il y a une seule personne morale, c'est la société. Oui, mais est-ce qu'on peut passer aux règles de majorité par rapport aux décisions qu'on peut prendre relativement aux biens immobiliers dans cette
formule de société civile immobilière. Absolument, il y a la majorité légale et la majorité absolue et la majorité relative. Hein. Donc c'est une possibilité. C'est une possibilité pour prendre des décisions, mais toujours avec la protection des minorités. C'est-à-dire, bon, par exemple, pour la gérance, il faudrait avoir la majorité absolue et donc de 75%. Donc, c'est quand même assez, bon, je dirais, bien cadré. Bien cadré, oui. Bon, ça c'est effectivement le deuxième registre. Alors, il y a deux autres actualités qui concernent l'immobilier, Maître Latia Basserat, c'est effectivement le quitus fiscal. Ah oui, le quitus fiscal, bon, ce n'est pas une nouveauté, mais on ne peut plus dresser un acte de transfert de biens immobiliers tant qu'on ne dispose pas d'un quitus fiscal. Donc, le quitus fiscal est préalable à toute opération de mutation immobilière. Oui, et c'est-à-dire... Alors, quand je parle de toute mutation immobilière, que ce soit une mutation à titre onéreux ou à titre gratuit. Oui. Même en matière de donation, il faudrait avoir le quitus fiscal préalable. Oui, préalable, c'est-à-dire passer à la caisse avant, parfois, avant. Et ça, c'est Bon, des fois, vous savez, c'est assez contraignant. Oui. Parce que des fois, vous avez des contribuables qui ne disposent pas de fonds suffisants et pour régler les fonds de la vente pour payer les impôts locaux. Pour payer quand ils ont une fiscalité assez conséquente. Donc, ils utilisent une partie de cet argent pour payer les impôts et avoir le quitus fiscal. Moi, je trouve, à mon sens, modestement, que je trouve que le notaire a l'obligation de se faire délivrer un quitus fiscal. Du fait que le notaire est responsable, que l'EDOL est responsable d'avoir le quitus fiscal de son dossier, normalement, je dis, hein, mais la loi prévoit autrement. Normalement, on devait faire les formalités au cours de la vente et payer les impôts parce que nous sommes quand même solidaires avec le contribuable. Donc, il n'y a pas de risque que le contribuable ne paye pas ses impôts. Oui. Le notaire est solidaire. Oui. Donc, nous avons cette loi, la loi sur la solidarité qui les prévoit. Solidaire, les gens qui nous écoutent C'est-à-dire, si le contribuable ne paye pas ses impôts, c'est le notaire qui doit les payer de son propre argent. Tout à fait. Voilà. Donc, le notaire est obligé de payer les impôts dus par le contribuable, se faire délivrer un quitus fiscal et garder son dossier en utilisant évidemment une partie des fonds appartenant au vendeur pour régler le fisc. Maintenant, exiger au préalable le quitus fiscal, des fois, ça met le contribuable en difficulté du fait qu'il ne dispose pas de fonds. D'abord, nous avons cette solidarité qui nous oblige. D'accord ? Nous avons l'obligation d'avoir le quitus et nous avons un contrôle. Il y a des mesures disciplinaires qui peuvent être appliquées au notaire au cas où il ne respecte pas donc cette disposition. Bon, la loi est autre. Maintenant, elle prévoit, nous sommes obligés de respecter la loi. Exactement, nous sommes obligés donc de demander aux contribuables de se débrouiller pour régler ses impôts avant qu'il ait l'argent qu'il n'ait pas, c'est son problème. Oui, c'est ça effectivement. Et je suis désolée, mais c'est une obligation légale. Mmh. J'entends bien. Bon, effectivement, c'est une des actualités. La dernière peut-être actualité, nous y aurons consacré. Mais les difficultés, je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Les difficultés pour se faire délivrer le quitus fiscal diffèrent d'une ville à une autre. Ah oui, mais ça c'est certain. Par exemple, à Casa, on a eu des témoignages d'auditeurs dans cette même antenne. Moi, je pratique à Rabat. Je sais que nous avons beaucoup plus d'aisance et de facilité pour accéder à avoir le quitus fiscal en matière de temps et en matière de formalité que Casablanca. Hein. Parce que c'est vraiment la croix et la bannière. Absolument, tout à fait.
Non, mais j'ai eu des témoignages de notaires qui me disaient quelquefois que ça durait parfois 1 mois et demi, 2 mois, et les personnes parfois qui viennent de l'étranger pour régler ces formalités-là ont les plus grandes difficultés. Donc, et ça, effectivement, c'est une des problématiques récurrentes. On est dans cette période estivale, les personnes s'apprêtent à venir, donc autant en parler aujourd'hui, de sorte à ce qu'effectivement les uns et les autres qui sont dans cette obligation-là puissent prendre les dispositions nécessaires. Bon, 10h54, on a à nouveau décalé la respiration musicale pour la cohérence des explications. On va se retrouver après le flash d'information et je me dois à quelques rappels toujours. Nous avons parlé d'actualité, mais nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des questions que vous souhaitez nous soumettre ce matin, eh bien on y répondra. Ce sera toujours au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin que nous consacrons à l'immobilier, aux actualités immobilières, également aux différents types de transactions auxquelles on peut procéder en matière de vente immobilière. On va y venir à la vente aux enchères à l'échange, mais un dernier point également qui relève de l'actualité, c'est cette exclusivité qui est donnée aux notaires et aux doules. C'est en cours, jusqu'à date d'aujourd'hui. Donc les personnes habilitées à dresser des actes portant sur les propriétés immobilières et sur les droits réels immobiliers sont d'abord les notaires, les adoules et les avocats agréés auprès de la Cour de cassation. Les deux premiers, ce sont des actes authentiques. Les actes établis par les avocats agréés auprès de la Cour de cassation établissent des actes à date certaine, dont la signature de l'avocat est authentifié par le greffier en chef du tribunal de première instance, et donc ces 3 actes sont inscriptibles sur les livres fonciers sans aucun problème. Mais actuellement, dans un souci de spécialisation des professions, et d'ailleurs, quand on parle de spécialisation, on parle aussi de perfectionnement et on parle de ciblage. Donc, plus on spécialise, plus on devient pointu sur l'application des lois, sur la sécurité. Et c'est pourquoi, actuellement, il y a un projet de loi pour modifier, en vue de modifier cette disposition qui limite donc les actes portant sur l'immobilier et qui sont aux notaires et aux adoules, à l'exclusion des avocats qui sont des spécialistes de la défense des droits, de la protection de la justice, de la protection des droits des citoyens et qui garantissent aussi la sécurité d'une justice équitable et transparente. Oui. Et le notaire, maintenant, et les doules vont avoir, évidemment, ils ont déjà, mais se spécialisent pour la sécurité des transactions immobilières et chacun va travailler dans son domaine d'élection. Oui, donc ça c'est peut-être... C'est en cours. Le projet a été voté au Parlement, donc il a remporté 60 voix, 60 voix pour et 35 contre. Donc c'est déjà c'est bien parti pour ces dispositions, ces nouvelles dispositions. Donc c'est très fort. En tout cas, c'était le dernier point que je souhaitais aborder relativement à l'actualité, puisque c'est peut-être le dernier aspect. C'est pour savoir qui est habilité à dresser des actes authentiques et qui va travailler sur l'immobilier. Mais majoritairement, ce sont les notaires. Les notaires et les adoules, mais toutefois, la loi prévoyait aussi la compétence aux avocats. Agréés auprès de la Cour de cassation, ce qui ne serait plus le cas si cette loi passe. Va au bout. Bon, c'était peut-être le dernier point relatif à l'actualité que nous souhaitions aborder ce matin. Alors, je reviens aux différents types de transactions. Alors, il y a les transactions classiques. On peut donc
on peut faire pas pour transmettre, mais pour transférer les biens immobiliers. On peut passer évidemment par les différentes sortes de ventes. Il y a la vente classique, la vente simple, il y a la vente avec paiement différé, il y a la vente aux enchères publiques, il y a la vente par appel à manifestation d'intérêt. Donc, il y a les ventes, il y a un éventail très, très large. Alors, à côté de cela, il y a aussi... par appel à manifestation d'intérêt. Oui. Et ça veut dire quoi, maître ? Alors, vente par appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire, elle est surtout pratiquée par des organismes, par des institutions, d'accord ? On lance une vente, on publie, on donne un délai et on met un prix initial, donc un prix de départ, et on attend les plis. C'est-à-dire pour toute personne intéressée ou toute société intéressée à acquérir un bien. Donc, elle doit soumettre sa candidature sur pli fermé. D'accord. Et il y a une commission... Comme un appel d'offres. Voilà. Et il y a une commission en la présence d'un notaire. D'accord. On ouvre les plis. Et l'offre la plus intéressante, on la prend. La seule différence avec la vente aux enchères, c'est qu'on ne peut pas surenchérir, puisque effectivement, ça se fait dans une forme de confidentialité. Absolument, tout à fait. Oui, alors vente par paiement différé également. Moi, ça, c'est quand une personne, évidemment, se met d'accord, le vendeur se met d'accord avec l'acheteur, qui ne dispose pas de la totalité des fonds. Donc, il verse une partie du prix de vente. D'accord. Et le reliquat du prix est payé d'une manière échelonnée sur un temps déterminé. Ça va se pratiquer davantage en famille lorsque... Oh non, ça se pratique même entre particuliers. Mais il faut qu'il y ait de la confiance. Parce qu'il y a une garantie. Non, bon, évidemment, la confiance est la base de toute transaction. Oui, mais la confiance, c'est plus facile. Si on n'a pas confiance, c'est même pas la peine de rentrer dans cette... Mais bien entendu, mais c'est plus facile, maître Latia Basra, d'avoir confiance quand quelqu'un va nous payer la totalité de la somme. Alors mais quand des fois on sait que la personne, le prix est intéressant et qu'on peut, et le vendeur n'a pas besoin immédiatement de la totalité des fonds, donc il peut percevoir une partie, et une partie est garantie par une hypothèque, parce qu'il y a parce que là il y a des garde-fous. Donc on prend une hypothèque sur le titre foncier pour garantir le paiement du reliquat du prix. Ah oui. Et on peut prévoir aussi des privilèges. Quels sont les privilèges ? C'est l'action résolutoire. C'est-à-dire ? L'action résolutoire, c'est-à-dire que vous ne payez pas le reliquat du prix, j'ai le droit carrément... De récupérer mon bien. Voilà, tout à fait. Oui. Et donc demander l'annulation, la vente est résolue. Oui. Et je garde ce que j'ai encaissé tout à fait. En premier lieu. Ah, donc c'est... Voilà. Donc il y a l'action résolutoire. Donc vous voyez que c'est beau d'avoir confiance, mais aussi c'est beau aussi de se prémunir de certaines garanties pour s'assurer de récupérer son prix de vente. Oui, et donc j'imagine que dans cette formule-là, elle peut se pratiquer d'un point de vue commercial. Maître Latia Basra, alors il y a des ventes qui se font de manière beaucoup moins conventionnelle, qui se pratiquent, disons, à la marge. Alors il y a effectivement aussi l'échange dont nous voulions parler ce matin. Oui, alors l'échange équivaut double vente. Ah oui, ça c'est d'un point de vue fiscal. Sur le plan fiscal et même sur il n'y a que les droits d'enregistrement qui diffèrent. Si on fait un échange, donc vous avez une villa, moi j'ai un appartement, et puis moi je suis intéressé par votre bien, vous êtes intéressé par le mien. Oui. On échange, et évidemment, donc l'échange est enregistré à 1,5%, d'accord ? Et oui, ça c'est l'avantage fiscal. C'est le seul avantage. Mais autrement, vous allez avoir votre villa et bon. Oui. Moi, je dirais. Le mieux, c'est pour moi. Ce qui est bien est pour vous, ce qui est mauvais pour moi, c'est pas grave. Hein. Oui.
Vive la galanterie. Hein. c'est votre initiative, maître Alassane Oustrade. Alors, vous avez une villa à 5 millions de dirhams, moi j'ai un appartement à 800 000. Oui. Non, alors je mettrais même 1,5 million. Oui. OK, d'accord. Donc, on fait un échange. Et sur cet échange, évidemment, il y a une soulte à me payer. Mais il faut expliquer ce que c'est que la soulte. Voilà, la soulte, c'est le complément. C'est pour vous me compléter le différent. Voilà, le différent. D'accord ? Donc, je vous donne les 1 500 000. Ça, c'est là à titre, donc, pour les... Mais je vous complète, parce qu'on va faire un échange, il faudrait quand même que ça soit de valeur égale. D'accord ? Donc, je complète, c'est la soulte. C'est comme en matière de partage aussi. Oui, mais on ne peut pas décider, par exemple, de procéder à l'échange Cette soulte, elle est enregistrée. Alors, la contre-valeur de 1 500 000, elle est enregistrée à 1,5. D'accord ? Mais la soulte, elle est enregistrée à 4%. Ah. Pourquoi ? Parce que c'est un droit de mutation par rapport aux biens échangés. Si c'était intérêt nul, elle serait enregistrée à 5%. Et sur la soulte, d'accord ? Sur la soulte, et de toute façon, en matière d'échange, il y a le paiement de la taxe sur les profits et revenus fonciers. Oui. Donc, qui est de 20%. Oui. C'est pour ça qu'un échange vaut double vente. Contrairement au partage, donc, parce qu'il y a une grande différence entre l'échange et le partage. Non, mais on va y venir, mais restons un instant, parce que rarement on a eu l'occasion d'évoquer cette possibilité-là qu'on a de pouvoir échanger des biens. Oui. Alors si j'entends bien, c'est intéressant lorsque les biens sont d'une valeur à peu près égale. Égale. Si les biens sont d'une valeur égale, il n'y a même pas de soulte. Il n'y a pas de soulte, et auquel cas, on paye quand même 1,5 pour l'enregistrement, 1,5% pour la conservation foncière, donc plus les droits fixes, plus les frais de notaire, qui sont aussi un investissement. Ce ne sont pas des frais, moi je n'appelle pas ça des honoraires, mais c'est un investissement parce qu'il vous assure la sécurité juridique, la tranquillité, la transparence, toute la protection légale nécessaire. Donc moi j'estime que les honoraires de notaire sont un investissement, ne sont pas une taxe en plus. Mais ce ne sont pas des taxes, ce sont des honoraires. Oui, ce sont des honoraires, mais c'est un réel investissement qui vous garantit la paix, la tranquillité et la sécurité juridique. Voilà, ça c'est... c'est ma définition. Mais il y a quand même la taxe sur les profits et revenus fonciers qui est payable par les deux échangistes. Oui. Parce que c'est une double mutation. Ouais, alors, la taxe sur les revenus fonciers. Alors, la taxe sur les revenus fonciers, mais si on a procédé à un échange de biens d'une valeur égale, alors comment on l'évalue ? C'est par rapport à... C'est pas de valeur égale, oui, mais vous allez payer la taxe sur les profits et revenus fonciers par rapport à la valeur d'acquisition. C'est la différence entre la valeur d'échange et le prix d'acquisition initial. Si j'ai fait l'acquisition d'un bien qui valait... C'est comme une vente. Oui. Sur ce plan-là, sur cette tranche de taxes, c'est considéré comme une vente. D'ailleurs, sur le plan fiscal, elle est définie comme double vente immobilière. Même quand ça se fait, par exemple, en famille. Pardon ? En famille, entre frères et sœurs. Là, entre frères et sœurs, oui, mais peu importe. Hein. Peu importe. Et il y a cette taxation. Absolument, bon. Sauf si on peut la transformer en double donation. Je vous fais, c'est en famille, entre frères et sœurs, pour profiter donc de cet avantage fiscal. On peut se faire des donations réciproques. Là, mais à ce moment-là, le conseil du notaire, c'est moins une sécurité que, pour le coup, un gain d'argent. Parce que si j'envisage un échange, c'est pas tout à fait fiscalement parlant la même chose qu'une double donation. Donc des fois, le conseil peut permettre aux uns et aux autres de faire des économies. Le cas absolument. On échange entre frères et sœurs. Vous me donnez votre bien et je vous donne le mien. Peu importe leur valeur, auquel cas ce n'est pas soumis au paiement de la taxe sur les profits et revenus fonciers, parce que c'est une donation réciproque. Parfait, je crois qu'on a... Mais ça, c'est entre parents en ligne directe, les collatéraux
d'accord, Ça, les frères et sœurs. Ascendant, descendant, Oui. les collatéraux, d'accord, et les conjoints. Oui. Ah oui, donc il y a également cette possibilité. Jusqu'au 2e degré inclus. Ah, c'est-à-dire les petits-enfants. Les petits-enfants sont oui, inclus. absolument, tout à fait. Alors, peut-être le dernier point qu'on va évoquer, c'est effectivement le partage. Oui. Alors, le partage, c'est le partage. Le partage se pratique en matière en cas de copropriété, en cas d'indivision, d'accord, de copropriété, d'indivision, en cas de succession, d'accord, donc donation entre partage. héritiers. Non, ça n'a rien à voir avec donation partage. C'est-à-dire, en cas de co-indivisaire, suite à une succession, des héritiers héritent d'un immeuble. Ils sont co-indivisaires. Ils sont 5. D'accord, 5, mettons 2 filles, 3 garçons, peut-être la mère. Mais dans ce cas-là, ils peuvent ne pas rester, ils peuvent décider de ne pas rester dans l'indivision. Chacun voudrait prendre sa liberté et avoir sa quote-part à lui, bien déterminée. Oui. Et auquel cas, alors dans ce cas-là, ils peuvent prévoir un partage où la personne décède et où ils achètent en commun plusieurs biens, et après, chacun peut prendre son indépendance et avoir sa quote-part à lui seul. Et là, on procède à un partage, et le partage doit correspondre donc à votre quote-part dans l'indivision. Oui, parce que celui qui a le tiers, c'est pas comme celui qui a un 6e. Effectivement. Il ne peut prendre que par rapport à ce qu'il avait au départ. D'accord. Et ça, c'est un mode de sortir de l'indivision qui est surtout pratiqué en matière de succession. Quand il y a une grosse masse successorale et il y a plusieurs héritiers, plusieurs biens, donc au lieu de rester dans l'indivision, ils préfèrent se séparer et chacun puisse jouir d'un bien particulier, parce que par rapport à ce qui lui conviendrait, à ce qui est choisi. Oui, et aussi par rapport à ses propres enfants. Absolument. Et ça, c'est dans le cas où on veut sortir de l'indivision d'une manière amiablement. Donc d'une entente, entente apaisée entre les co-indivisaires. Ça peut se pratiquer si les personnes héritent d'un terrain. Je prends l'exemple tout simple de 10 hectares. Effectivement, chacun en fonction de la quote-part. Ça permet d'être dans l'indivision. Mais encore faut-il que ce terrain soit divisible. Oui. Parce qu'au cas où il ne correspond pas, il ne peut pas être divisible, parce que 10 hectares, on est dans le domaine rural, le minimum c'est 5 hectares. Donc, on ne peut pas diviser en 36 personnes. 36 personnes, là, en cas comme c'est indivisible, il faudrait s'entendre là-dessus. Soit on reste dans l'indivision, soit quelqu'un rachète la part de l'autre. Et au cas où on ne s'entend pas, il faudrait demander le partage au niveau de... C'est demander de sortir de l'indivision. Alors, pour sortir de l'indivision, comme ce n'est pas possible, le tribunal ordonne de la vente aux enchères et la répartition du fruit de la vente entre les co-indivisaires. Oui. Après, effectivement, ça dépend aussi des zones rurales. Tout dépend de la zone, du classement de la zone. Il faut consulter peut-être soit les autorités locales, soit les agences urbaines. C'est l'agence urbaine. Demander toujours une note de renseignement. De l'agence urbaine. Ça ne fait pas de mal de demander toujours une note de renseignement auprès des agences urbaines pour connaître d'abord la teneur de votre bien et aussi sa destination. Parce que la destination est vraiment un élément déterminant de la valeur. C'était peut-être le dernier point qu'on souhaitait éclairer par rapport au partage. Nous avons encore une demi-heure d'émission. Nous restons toujours ouverts à l'échange dans notre émission des experts ce matin. Ceux qui ont des avis ou peut-être des questions, nous serons à l'écoute au 05 22 95 36 70 ou 80. On se retrouvera après la courte respiration musicale et le flash d'information qui nous a présenté par Nadala. Émission des experts ce matin avec notre invité Maître Latif Bastrat qui est notaire à Rabat. Alors nous intéressons, je le disais, aux différentes modalités de vente, de transactions en matière immobilière. Nous avions parlé du partage, de l'échange, de la vente aux enchères,
la vente avec paiement différé, mais d'un point de vue fiscal, vous souhaitiez également établir une différence entre le traitement des soultes, entre le partage et l'échange. Oui, alors en matière, donc, on a dit d'échange. L'échange est égal à double vente, donc c'est taxé de cette manière. Donc, la taxe sur les profits et revenus fonciers est payée par les deux échangistes. Seulement, le seul avantage du bien immobilier. Oui, très bien. La précision est de taille. Oui, absolument. Alors, donc, mais les droits d'enregistrement sont de 1,5%. Pour le partage, les droits d'enregistrement sont identiques. Donc, en matière, en cas où, en état de co-indivisaire, de copropriétaire, des fois, on voudrait faire un partage. Oui. Entre les copartageants, les droits d'enregistrement est de 1,5% de la masse partageable, pas uniquement sur les droits, d'accord, qu'on partage. Mais c'est sur la masse partageable qu'on paye 1,5%. Des fois, un des copartageants, le co-indivisaire, reçoit un bien de valeur moindre que de ce qu'on lui doit. Et par conséquent, ceux qui reçoivent plus, parce que le bien est une compensation monétaire. C'est la soulte. Donc, la soulte est payée à celui qui a donc reçu un bien de moindre valeur que sa quote-part, enfin, dans la masse partageable. Cette soulte, elle est enregistrée au droit de mutation, pas un 1,5. Si c'est un bien construit, c'est 4%, la soulte. Elle est payée, elle est enregistrée au taux de 4%. Si c'est un terrain nu, elle est enregistrée au taux de 5%. Et sur cette soulte, d'accord, parce qu'en matière de partage, il n'y a pas de plus-value, sauf la soulte. Sur la soulte, on paye, parce que ça correspond, si vous voulez, à un droit de mutation, en fait. Parce que c'est un complément de valeur, mais que vous payez. Alors, du fait que c'est monétaire, donc elle est soumise aussi au paiement de la taxe sur les profits et revenus fonciers, contrairement à ce que pensent certaines personnes. Donc, alors, en matière d'échange, la taxe sur les profits et revenus fonciers est due sur le global, sur tous les biens échangés. Sur la valeur du bien échangé. En matière de partage, la taxe sur les profits et revenus fonciers n'est payée que sur la soulte. Sur le différentiel, le complément de la quote-part revenant donc aux copartageants. Il y a toujours un intérêt fiscal lorsqu'on parle des transactions immobilières. Absolument. Moi, ce que je dis, c'est que chaque acte a une répercussion fiscale dont il faudrait d'abord s'enquérir auparavant pour savoir exactement ce que le contribuable doit payer et ce qu'il doit supporter pour faire évidemment ses prévisions. Les bons absolument, tout à fait. Hein. Surtout lorsque c'est une activité. Et c'est pourquoi moi je pense toujours qu'il faudrait travailler sur un devis pour que la personne puisse prévoir le nombre de taxes, le montant et aussi les frais qui lui incombe pour exactement formaliser son contrat. Bon, c'était peut-être un complément d'information. Reste, en ce qui concerne les différentes modalités de vente, la vente en l'état futur d'achèvement, Maître Latif Basrat, alors, qui se pratique, celle-ci, beaucoup plus massivement que celle dont nous avons parlé. Alors, la vente en l'état futur d'achèvement, il y a différents types de pratiques. Alors, des fois, il y a la vente. Il y a la loi, mais dans la pratique, elle est encadrée. Oui. Elle est encadrée, donc il y a c'est la loi 1800 qui a été modifiée et complétée par d'autres textes. Et c'est en cours de construction, donc c'est pour les immeubles en cours de construction. Le promoteur peut commencer à faire la vente en état futur d'achèvement, mais évidemment en répondant à certaines obligations de protection aussi pour le consommateur.
D'abord, il faudrait que la propriété immobilière soit inscrite sur les livres fonciers. Cette propriété, il faudrait avoir l'autorisation de construire, parce qu'on ne peut pas vendre si on n'a pas déjà un plan autorisé, une autorisation de construire, on ne peut pas entamer la vente. Et il faudrait quand même avoir déjà réaliser les fondations de l'immeuble. C'est souvent en matière de vente de biens en copropriété. D'accord, même de villas en villégiature, au sein d'une résidence fermée. Oui. En lotissement. Voilà. Oui, tout à fait. Résidence fermée. Donc, il faudrait déjà avoir réalisé les fondations, faire ce qu'on appelle un contrat préliminaire de vente. Le contrat préliminaire de vente, et ça, c'est là où il y a obligation et qu'il faudrait être très vigilant là-dessus, c'est de s'assurer donc d'avoir une assurance, parce que le promoteur va commencer à percevoir les fonds au fur et à mesure des avancements des travaux. D'accord. Donc, chaque fois qu'il y a un versement, il faudrait se faire livrer une caution bancaire, donc pour garantir ces montants versés au promoteur, soit une assurance. Donc, chaque fois qu'il y a la contre-valeur. Oui. Mais dans la pratique, pour oui, mais ça, c'est l'obligation légale, mais dans la pratique, parce que autrement, si le notaire qui fait le contrat préliminaire de vente se met en danger s'il ne se fait pas livrer donc ses cautions bancaires ou ses assurances en contrepartie des versements du prix. Oui, parce qu'il est solidaire, on va absolument. Considérer qu'il est solidaire dans le cas où celui qui a contribué n'arrive pas pas de complaisance avec les promoteurs. Bon, ils vont pas m'aimer, mais il faut pas de complaisance avec les promoteurs. Oui, mais je suis aussi dans l'obligation de dire ce qui est. C'est rarement que ça se pratique selon... disons, la modalité définie par la loi. Très rarement. Il y a quelques projets qu'on cite ici ou là, mais dans la pratique, c'est rarement respecté à la lettre. Mais il faudrait... vous savez, parce qu'il y a trop de risques. Parce que vous avez vu combien de scandales il y a eu à propos de certains promoteurs qui ont reçu les fonds, qui ont disparu dans la nature sans avoir réalisé leur projet. Bon, heureusement, c'est pas généralisé, mais il y a quand même des cas. Et c'est des cas qui aboutissent par la suite à certains scandales et évidemment certaines manifestations de ceux qui espéraient avoir un logement, qui n'ont ni le logement ni l'argent qu'ils ont avancé. Oui, c'est la double peine, ni le logement, ni l'argent. Oui. C'est pourquoi quand même le notaire qui fait ces contrats préliminaires doit absolument se faire délivrer par le promoteur des cautions bancaires. Autrement, il ne se dessaisit pas de l'argent parce qu'il en est responsable. Mais des fois, le notaire n'est pas du tout impliqué dans l'opération. Ce sont les commerciaux qui font signer des documents. Alors, dans ce cas-là, si les gens ne s'adressent pas au notaire... Oui, mais des fois, ils signent sur place avec un commercial. C'est leur problème. C'est leur problème. Dans ce cas-là, ils n'ont qu'à, s'ils veulent se protéger et se prémunir contre ces mauvaises actions, ces mauvais agissements, ils n'ont qu'à s'adresser à des notaires pour avoir plus de garanties, plus de sécurité. C'est là, d'ailleurs, pourquoi on cherche toujours la sécurité juridique. Ce n'est pas uniquement pour l'établissement du contrat. Tout le monde peut établir un contrat. Mais quand vous avez quelqu'un de responsable devant vous, le notaire est responsable civil, professionnel et pénal. Donc, il est dans l'obligation de respecter la loi. Parce qu'autrement, c'est lui qui se met en danger. C'est pourquoi, donc, le recours au notaire est protecteur. Oui, Moi, ce n'est pas pour faire la promotion au notaire. Sincèrement, c'est pour vous dire, bon, il y a quelqu'un qui est là pour surveiller et pour contrôler et pour exiger l'application de la loi. Pourquoi ne pas aller recourir donc à l'aide d'un notaire? Alors, parfois, les promoteurs dirigent les uns les autres vers le notaire. Le consommateur n'a qu'à dire non, je suis obligé de passer par mon notaire. C'est comme ça qu'on fait la part des choses. Pourquoi vos émissions sont là pour
éclairer les gens, pour leur donner des renseignements suffisamment importants pour qu'ils sachent exactement à qui s'adresser au moment d'acheter un bien immobilier. Parce qu'un bien immobilier est un événement très important dans la vie du particulier. Oui, mais surtout que ça n'arrive parfois dans une vie une ou deux fois, absolument. Dans beaucoup de cas de figure. Une fois, on achète une maison. Oui, souvent. Et donc, par nécessité, on n'a pas nécessairement toutes les informations par rapport aux précautions. C'est pour ça que je le disais dans la pratique, et j'insistais là-dessus, ces transactions-là, en ce qui concerne des VFA, ne transitent pas toujours ou ne passent pas entre les mains des notaires, toujours. Non, alors au client, à l'acheteur, d'exiger de passer par un notaire. Oui. Au moins, il a quelqu'un qui pourrait le guider, qui pourrait être exigeant vis-à-vis donc du promoteur. Les auditeurs ont quelquefois leurs exigences. Ils demandent tout simplement à prendre la parole et on la leur donne dès lors qu'ils la réclament. Nous sommes avec Sikalim qui nous a contactés de Casablanca. On est à votre écoute, cher auditeur. Bonjour à vous. Bonjour les experts. Bonjour à vous. Je viens d'ouvrir le... Je ne sais pas, peut-être la question que je vais poser, peut-être qu'elle a été soulevée. Et c'est concernant les sociétés immobilières. Est-ce que le simple... Les sociétés civiles immobilières. Oui. Oui. Ou anonymes immobilières, les deux. D'accord. Est-ce qu'on peut faire une session d'action de part sociale tout simplement entre acheteurs et vendeurs sans passer par le notaire? Est-ce possible aujourd'hui? Après avoir oublié d'harmoniser depuis 20 ans ou 30 ans. De toutes les façons, la société civile immobilière, s'il n'a pas été mise à jour, parce que maintenant, la société civile immobilière n'acquiert la personnalité morale qu'à partir de son inscription sur le registre tenu à cet effet. Donc et ça, c'est très récent. Voilà, c'est récent. Donc ça a été fait. Excusez-moi, madame. Oui. Ça a été fait. Les sociétés immobilières ont un registre commerce. Est-ce qu'actuellement, elles sont devenues SARL? Donc elle n'est plus civile immobilière. Si elle est en SARL, elle est devenue société commerciale. Voilà. On a fait rentrer là-dedans promotion et autres. Oui. Est-ce que la simple cession de part sociale suffit? Il serait recommandé de faire un acte notarié, monsieur. Même pour une cession de part sociale. Absolument, tout à fait. Parce que la cession de part sociale est soumise à un certain formalisme. Il faudrait en faire le dépôt au registre du commerce, il faudrait la publier et il faudrait la transcrire sur compléter le dossier juridique tenu à la conservation foncière. Parce qu'il y a des arrangements avec des acheteurs de vendre la société telle que. Et donc, il y a changement seulement de... La société, vous voulez céder la société entière? Oui, madame. Donc, cession de part. Cession de part. Cession de part, c'est cession de la société. Changement de gérant. Alors, le bien immobilier, il est dans quelle proportion il a quelle proportion dans le capital social? Pratiquement 100. Donc ça revient à une cession immobilière. C'est la société à transparence immobilière, donc il faut impérativement passer par acte notarié. Hein. C'est comme si vous vendez le bien immeuble. C'est pas comme. C'est une vente de bien immeuble. Hein. Donc en cession de part. Même l'enregistrement, vous allez payer le plein tarif. Hein. Ce n'est pas du gratuit. Vous savez que les cessions de parts dans une société commerciale, l'enregistrement est gratuit. Hein. Par contre, quand vous vendez dans une société à transparence immobilière, vous payez les droits de mutation. C'est-à-dire, tout dépend. Si c'est un bien construit, vous payez du 4%. Si c'est un bien non construit, vous payez du 5%. Non, c'est un bien construit, madame. Voilà. Donc vous payez les droits, de mutation. Sans la retenue à la source. Non, ça n'a rien à voir avec. Non, ça n'a rien à voir avec la retenue à la source. La retenue à la source, c'est sur la plus-value. Mais là, on est en train de parler de cession d'actions dans une société à transparence immobilière. Très bien, madame. Oui. Parce que le bien constitue plus de 50% de son capital social. Très bien. Voilà, les droits d'enregistrement sont dus. D'accord.
d'accord, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci à vous. Merci à vous pour cette question. C'est vrai que quand on parle de registre, il y a effectivement des sociétés civiles immobilières, mais qui ont été créées peut-être il y a de cela 10 ou 15 ou 20 ans. Oui, mais il faudrait procéder à la mise à jour et les inscrire. Absolument, sinon ils n'ont plus la personnalité morale. Et d'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure, ces sociétés civiles immobilières, s'ils n'ont pas été inscrites et que le conservateur soulève le fait de leur mise à jour, il peut donc envoyer le greffier peut envoyer une mise en demeure au responsable donc de la société, donc au gérant de la société, pour lui recommander de procéder à cette mise à jour ou de l'inscrire. À défaut, elle peut même être dissoute si la mise à jour n'a pas été respectée dans le délai d'une année. D'accord. Bon, en tout cas, on a complété la réponse à la question. Je remercie Sikalim pour son intervention. Alors, il est 11h55, bientôt l'heure est aux actualités. Je te remercie spécifiquement, Maître Latif Besrad. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir vous accompagner. Partagez, toujours. 11h55, je le disais, le journal nous sera présenté dans quelques minutes. Et la tranche suivante sera animée par Ahmed Eloua. Quant à nous, on va se retrouver demain pour d'autres thématiques des experts.